François, bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, Quand je t'ai eu la première fois au téléphone, c'était de manière un peu agressive. Je m'étais rappelé que je t'avais vu il y a 3 ans sur un salon. On avait fait un talk ensemble. J'avais pas dû t'impressionner. Je pensais à ce moment-là. Je venais de commencer à bosser. Et quand je t'ai eu au téléphone, en fait, je me suis tout de suite dit, il faut absolument qu'on ait François sur le podcast. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et je suis ravi de t'avoir, donc merci beaucoup. Bah non, mais c'est moi qui te remercie, Alexandre. C'est toujours assez sympathique de pouvoir échanger à bâton rompu comme ça sur tout un tas de sujets, alors, particulièrement sur ceux qui m'intéressent moi, à savoir la transformation, qu'elle soit de la société ou des organisations. Donc non, je suis ravi que tu aies pensé à moi. Et alors, je te remercie pour t'être souvenu de nos interventions ensemble. Mais non, je suis ravi d'être à tes côtés aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Tu vois, déjà, avant même d'enregistrer, on avait une discussion super intéressante. Je suis trop content qu'elle continue. Et avant d'enregistrer, je te demandais, François, parle-moi de tes trois moments de bascule qui ont eu un impact chez toi. Tu m'as parlé d'énergie, tu m'as parlé de numérique, de rupture entre Internet classique et l'IA, et tu m'as parlé de télécom. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tu peux nous passer un peu sur cette transformation? Est-ce que tu peux nous raconter un peu Alors, ces trois je ne sais pas passages? si c'est mes moments de rupture, mais quand on analyse l'histoire de l'humanité, sans vouloir aller trop loin dans la philosophie, globalement, on voit quand même que c'est ça qui a changé le monde. Donc, les grandes ruptures de l'économie et de la manière dont on vit ensemble, la première, la plus importante, c'est clairement l'énergie. On est l'homme de Cro-Magnon, on n'a pas la roue, et finalement, la roue, c'est la première énergie qui est l'énergie motrice, celle de nos muscles, la manière dont on fait avancer les choses. Ensuite arrive le feu qui prend une autre forme à travers le charbon, qui va être effectivement une première source d'énergie qui va accompagner le développement notamment du train. Et puis on a l'électricité qui a encore révolutionné tout un tas de choses et qui a été suivie par les énergies fossiles dont aujourd'hui on essaye de se désengager, mais quand même elles ont apporté beaucoup à la société pour aller vers le nucléaire. Et finalement, à chaque fois qu'on a une de ces ruptures-là, ça a changé profondément la manière dont on vit ensemble. Donc globalement, quand même, si on regarde l'histoire du monde, sans doute que les ruptures les plus importantes, elles attraient à l'énergie. Et si demain on trouve d'autres formes d'énergie, on aura encore d'autres ruptures qui toucheront les véhicules, le transport, la manière dont on habite, dont on se chauffe, etc., etc. Aussi parce que ça rejoint des besoins vitaux de l'être humain. Quand tu fais la pyramide de Maslow, tu sais, on a tous appris à l'école que d'abord on mange et puis après, voilà, bon, quelque part, l'énergie, elle nous apporte la réponse à tout un tas de nos besoins. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, qui est plus récente, effectivement, pour moi, c'est l'arrivée du numérique, même si dans le numérique, maintenant, il y a plein de sous-familles. Donc, je disais, pendant longtemps, le numérique s'est vu dans les organisations de travail comme le gars qui installe un ordinateur avec un fil et puis qui vient poser l'imprimante. Bon, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en tout cas, ce numérique, lui aussi, il a changé nos vies. Il a changé nos vies avec, je considère quand même deux sous-ruptures dans le numérique. Il y a le fait que les ordinateurs ont été capables de traiter de plus en plus de choses, mais globalement, l'arrivée d'Internet a quand même profondément changé la société, dans notre manière de communiquer les uns avec les autres. Ça, c'est la première rupture dans la rupture. Et puis la seconde, Et qui même de nous est... organiser au final, Ouais. d'organiser notre société, de comment on se positionne, Le des débat villes. démocratique ne se passe plus Ouais. de la même manière. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, on peut voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Alors que pendant longtemps, on a des pouvoirs qui s'installent sur le fait que finalement, une partie du pouvoir est détenue par le fait qu'on est le seul à avoir l'information. Aujourd'hui, un gouvernant ou un dirigeant ne peut pas diriger ou gouverner uniquement parce qu'il aura une information que les autres n'ont pas. Alors, il en a encore quand même un peu que les autres n'ont pas, mais globalement, même ma fille de 12, 13, 14 ans peut se connecter et se rendre compte de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc ça change quand même le rapport qu'on a les uns avec les autres. Puis la deuxième révolution plus récente, c'est bien évidemment l'arrivée de l'intelligence artificielle. On n'en est qu'au début. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas cette révolution encore. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens n'ont même pas compris le début de la révolution numérique. Alors, ils ont encore plus de mal à... Voilà. Jusqu'où elle ira, voilà, là, il y a plein de débats et je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste du sujet.
mais il y a une évidence, c'est que ça va profondément changer nos métiers, notre manière de travailler ensemble, la part de ce que le cerveau humain va ramener versus cette intelligence artificielle. Bon. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie numérique. Et j'ai rajouté la partie télécom parce que souvent pour les gens, on met les télécoms dans le numérique, ce qui est très vrai parce que les deux sont très liés. Mais quand même, pour moi, la partie télécom, c'est vraiment un sujet en tant que tel. Parce que clairement, le Wi-Fi, c'est plus du télécom que du numérique au sens des 1 et des 0. Et C'est ça, plus ça la a distribution, changé en fait. énormément de choses. Toi, tu parles aussi du sujet de distribution, comment je vais distribuer en fait la télécommunication dans le territoire et comment je donne à l'ensemble de la population l'accès du coup à ces technos. Ouais, exactement. Donc je peux avoir un ordinateur hyper puissant et ça pour moi c'est du numérique, mais si finalement il est on va dire enfermé dans une pièce, quelque part il se déploie pas et il déploie pas tout ce qu'il est en train de faire vis-à-vis. Voilà. Et donc ça c'est vraiment la partie télécom qui permet ça. Et c'est assez marrant parce que si on le ramène dans un des métiers qu'on a chez Nexity, à savoir l'aménagement de bureaux ou le coworking ou des choses comme ça. Le bureau, même avec des ordinateurs très puissants, c'est pas le même avec le bureau dans lequel il y a du Wi-Fi. Et l'arrivée de l'IA va encore rebousculer tout ça parce que pour que les IA fonctionnent correctement, il leur faut beaucoup de puissance. Et donc, quelque part, je peux avoir des ordinateurs pas très puissants ou très puissants, mais s'il n'y a pas le réseau télécom pour soutenir la capacité à faire de la requête, interroger, aller chercher beaucoup de données, bah, finalement, ça ne marchera pas très bien. Donc voilà. Donc, c'est quand même pour moi, si on parle un peu de techno, les 3 sujets de fond, voilà, il y en a plein d'autres bien sûr, mais pour moi, qui changent le monde. Complètement. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu parles de transmission d'informations, de voir ce qui se passe dans l'autre côté du monde. C'est même de voir ce qui se passe en ce moment avec les révolutions des Gen Z qui sont totalement opérées en fait, depuis les réseaux sociaux et qu'on a des mouvements en fait, au final sociaux qui sont opérés en quelques secondes, enfin quelques jours où on n'arrive même pas trop à les contrôler. Et en fait, on a vraiment ce pouls de la population qui parle directement. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, de manière très rapide et très simple, on peut créer un collectif qui n'existait pas 48 heures avant via les réseaux sociaux. Et avant, une fois encore, l'organisation ne se passait pas comme ça. C'est compliqué d'ailleurs pour les pouvoirs en place, qu'ils soient syndicaux, politiques ou de management d'entreprise, parce que finalement, ils ont beaucoup de mal à les maîtriser. Donc on a des groupes d'influence qui se créent, et qui d'ailleurs, de la même manière, se délitent aussi vite. Donc ça force quelque part, tout ça force à être très réactif, avec toujours un espèce de combat entre la réactivité c'est bien, mais en même temps c'est aussi un peu impulsif et pas toujours très réfléchi. Mais on est obligé d'avancer avec ce tempo-là parce que le monde change, qui va plus vite, et que donc être dirigeant, c'est aussi être capable de choisir plus vite. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est sûr que c'est pas évident et ça demande de s'adapter, de comprendre aussi les langages qui sont le langage du web, parce qu'au final, c'est même une manière d'interagir qui est différente et c'est sûr qu'il faut vraiment s'adapter. Et toi, tu te positionnes comment aujourd'hui dans toutes ces transformations, dans tu vois, l'IA qui arrive très fort, très vite, dans un métier qui change, la ville qui change. Tu essaies de te positionner comment par rapport à ces j'ai envie de dire que je pense que je fais un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, je fais ce que je peux. Peut-être que la première chose, d'abord, c'est d'avoir conscience que tout ça est en train de se jouer. Et donc, soit tu as une première attitude qui serait de dire « je fais comme si ça n'existait pas, je continue mes usages comme si de rien n'était ». Bon. Et pendant longtemps, on pouvait faire ça, parce que les ruptures, elles étaient beaucoup moins rapides. Et donc, quelque part, souviens-toi, on a tous un grand-père qui a refusé d'avoir un téléphone portable, etc. Et finalement, à l'échelle de la vitesse des transformations, il pouvait le faire. Aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, ou en tout cas, ceux qui le font, ils sont naïfs. Et donc, on n'a pas tellement d'autres choix que, de mon point de vue, d'être constamment en éveil, d'essayer de comprendre. Et la meilleure manière de comprendre, c'est quand même d'utiliser. Donc ça veut dire que demain, je peux laisser mes enfants faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux et sur leurs jeux vidéo, en me mettant des œillères, en me disant je préfère limite pas savoir ce qui se passe. Ou alors j'ai une autre démarche qui est de dire bah non, je rentre avec eux dans ce qu'ils font, j'essaye de comprendre comme eux ce qu'ils font, ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas. Et ben, c'est un peu pareil aussi dans l'organisation de travail. Donc tous ces outils-là,
un des sujets de départ, c'est de dire que quelle que soit sa position dans l'organisation, et je répète, qu'elle soit associative, politique, entrepreneuriale, bah, il faut que moi aussi je mette les mains dedans, un minimum. Et ça, bah, j'ai l'impression que là encore, on n'est pas arrivé au bout de l'histoire. Alors moi, comment je fais? Eh ben, j'essaye de lire, de me documenter, de continuer à me former, de tester des choses, d'écouter les gens, et souvent aussi avec euh, un peu d'humilité, d'écouter même des gens qui, parfois au début, je me dis, on va encore me présenter un énième sujet qui est le même que celui du voisin. Bon, et si je suis très honnête, c'est d'ailleurs souvent quand je me suis forcé à écouter des gens qui, de prime abord, m'intéressaient pas beaucoup, que je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient en train de me raconter quelque chose d'assez incroyable. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, souvent, le créateur, et je fais vraiment pour moi la différence entre la création et l'innovation, parce que c'est pas exactement la même chose. L'inventeur est toujours un peu fou, quoi. Et donc, c'est vrai que quand on est en train de courir, qu'on a déjà, faut s'occuper de sa famille, de ses dossiers administratifs, bien évidemment de son travail qui prend normalement quand même une part absolument majeure dans notre vie du quotidien. Trouver l'énergie, l'heure en plus, la demi-heure en plus pour voir quelqu'un qu'on trouve un peu farfelu, pour écouter Bon, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a une logique d'effort, mais en même temps, je crois pas que les gens réussissent sans effort. Donc, Je suis totalement aligné avec toi sur ce sujet. C'est que on est dans un monde où globalement, l'innovation est exponentielle. Donc, on a de plus en plus de création, de plus en plus de logiciels, on va de plus en plus vite. Et donc, on a ce besoin d'aller apprendre et tester constamment de plus en plus. Et c'est une mécanique de cerveau qui est compliquée parce qu'en fait, aller changer sa routine, aller changer son habitude, aller changer le logiciel, on va tous les matins. Globalement, ça te demande juste de bouger sa souris de manière différente. J'ai une anecdote là-dessus que je veux quand même te raconter, ça va te faire sourire. Quand j'étais étudiant, alors moi je vais avoir 50 ans cette année, j'ai fait mon stage de maîtrise à l'époque, parce qu'on n'avait pas les masters, dans une grande banque française, où je faisais de la consolidation financière. Donc on récupérait les chiffres des différentes filiales mondiales, il fallait les consolider pour que la banque puisse présenter ses comptes. Donc j'arrive dans ce service de consolidation et puis j'étais avec un des comptables historiques de la maison. Donc je répète, hein, c'était il y a 30 ans. 30 ans, hein, pas il y a 200 ans, il y a 30 ans. Bon. Et on commence à faire les calculs. Donc moi j'utilise Excel, je fais les sommes et puis je voyais le comptable qui était en face de moi, qui était un chef, hein, quand même, il n'était pas... voilà, qui recalculait tout à la main à côté. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites et il me dit, je recalcule. Mais je dis, mais pourquoi? Et il me dit, mais j'ai pas confiance. Il y a 30 ans, je parle d'Excel. Donc il y a 30 ans, j'avais... Et voilà, et notamment parce qu'à l'époque, Excel avait quelques petits problèmes sur le 5e ou 6e chiffre après la virgule. Et c'est vrai qu'en finance, comme tu travailles sur des gros volumes, ça pouvait changer un peu les choses. Mais quand même, je trouve que c'était le reflet de ce qu'est l'être humain qui, quand même, a beaucoup de mal à s'organiser. Donc je pense que... Et le gars, il avait toujours sa calculatrice sur son bureau. Alors il n'avait pas un boulier, mais on n'en était pas loin. Bon, bah voilà, il y a un peu de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ce que je dis aujourd'hui, ça paraît très évident à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde... beaucoup de gens utilisent le pack Microsoft ou des équivalents open source ou ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ça semble évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et quelque part, je pense qu'on a un certain nombre des ruptures qui sont au milieu de nous, qui sont de la même nature, et que j'ai encore des gens qui ont la même réaction que ce comptable il y a 30 ans avec son fichier Excel et son boulier. Complètement. Et c'est là où c'est fou, c'est que parfois, moi, c'est ce que je me dis, et quand je teste quelque chose de nouveau, tu vois, et moi, j'ai toujours bossé, par exemple, tu vois, avec Excel, avec, comme, tu vois, avec tous les... Avec l'IA, moi, je pense que j'ai eu que 1 an ou 2 ans d'expérience pro sans IA. Et en fait, parfois, même moi, je me mets dans ce truc, je me dis, mais attends, mais là, tu vas pas tester ce nouveau tool parce que tu n'as pas envie de juste prendre 20 minutes de plus. Et en fait, j'essaie de, à chaque fois, me forcer maintenant à aller apprendre, à les tester, parce que sinon, en fait... déjà, si tu t'es pas servi de l'IA pendant 3 semaines, 1 mois ou même 6 mois, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités de choses à faire, que tu peux, et que tu es beaucoup plus productif. Et il y a 6 mois, tu pouvais pas faire de vidéo où tu faisais parler à un gars en français qui utilisait un contenu marketing, franchement, fait mieux que pas mal d'agences. Et là, aujourd'hui, tu peux sortir une vidéo que tu peux passer en limite en pub TV avec entièrement généré par IA. Donc, je pense que ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon équilibre entre ce que tu vas confier à tes outils et que tu ne vas pas recontrôler. C'est-à-dire que tu vas te dire, finalement, je sais que l'outil maintenant fait mieux que moi, et donc, entre guillemets, un peu les yeux fermés, je peux le laisser faire, versus la part que je dois garder quand même, qui est ma part personnelle, créative, voilà. Bon.
Parce que c'est vrai que le risque, à contrario, c'est de devenir nous-mêmes une forme d'assisté de notre électronique et de notre ingénierie artificielle, et de perdre une partie de notre forme de création, et ce qui rendra bien évidemment le côté un peu unique ou innovant de ce qu'on peut être amené à faire. Bon, pour autant, il n'empêche que le monde change et qu'il faut changer avec lui. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'on vivrait sans téléphone portable? Là encore, moi, quand je commence ma carrière, on a encore des téléphones avec des fils. Et tu te demandes même aujourd'hui comment on faisait à l'époque. Enfin, pareil, j'ai une anecdote que j'aime souvent raconter, mais jusqu'à encore la fin des années 1990 et quelques, tu prends une structure comme la mairie de Paris où j'ai passé beaucoup de temps, il n'y avait pas de mail. Se dire aujourd'hui qu'une organisation de X dizaines de milliers de personnes arrivait à fonctionner et à produire du service alors même qu'elle n'avait pas de mail ou de téléphone portable, c'est assez incroyable. Bon, alors j'ai envie de dire, on y arrivait quand même. Bon, ouais. Donc ça, il faut rester humble aussi. Mais pour autant, si, ça a révolutionné. Donc il faut quand même un peu vivre avec son temps. Ouais, là, on s'était fixé des objectifs de celui qu'on allait aborder, et on va les aborder, et j'en ai hâte. Mais tu vois, instinctivement, quand tu me dis ça, mais c'était quoi ta notion du temps, et comment ça s'opérait avec ta notion du temps d'avant et d'aujourd'hui, quand en fait tu n'avais pas forcément de mail, que vous avez peut-être envoyé un courrier. Enfin, est-ce que tu acceptais plus le temps long, tu penses? Parce qu'aujourd'hui, on n'accepte pas le temps long. J'ai l'impression. Alors, c'est une bonne question. C'était quoi ton sentiment quand tu... Je pense que quand tu veux créer de la valeur, tu es quand même toujours un peu dans l'urgence en réalité. Donc, j'ai envie de dire, quelle que soit l'époque, celui qui voulait faire bouger les choses, il a toujours ce sentiment d'urgence, parce que lui, il a le sentiment qu'on est en train de perdre du temps. Donc moi, j'ai jamais trop eu la sensation d'être en attente, mais plutôt d'être toujours... essayer d'être un peu en avance, on va dire. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, après, ce qui est vrai, c'est que les deliveries sont plus courts. Donc avant, un gros projet informatique, c'était assez logique de te dire que tu mettais 3, 4, 5 ans pour le déployer. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise et encore moins de start-upers qui se disent que quand ils se lancent dans un truc, peut-être leur produit il sera fini dans 5 ou 6 ans. Ou ils ont une roadmap dans leur tête, quand même avec des étapes, mais globalement, on arrive à sortir des outils qui fonctionnent de manière correcte dans des temps assez courts. Il n'empêche qu'il reste l'être humain au milieu de tout ça. Et ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que quelque part, un des freins au changement, c'est nous, l'être humain. Et que ça demande beaucoup de temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, la limite, elle est plus d'ailleurs dans la capacité à faire évoluer les mentalités, d'emmener les gens dans la transformation, que réellement parce que la technologie nous l'empêche de le faire. Donc la technologie, aujourd'hui, nous permet d'aller plus vite sur beaucoup de sujets. La manière dont se comporte l'humain par rapport à ces changements, c'est autre chose. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a créé quelque chose qui sait tout de nous. Donc, en gros, l'IA, aujourd'hui, elle a été nourrie par l'ensemble de ce qui a été produit par l'humain. Et qu'aujourd'hui, en fait, il va falloir que nous aussi, on se porte pour suivre en fait, l'IA qui avance tellement vite, pour en fait, avancer les deux en parallèle, sauf que pour pas qu'il y en ait un qui avance plus vite que l'autre. Et du coup, on a un peu divagué, mais c'est génial. Et j'ai envie de te demander de revenir un peu en avant. Et toi, tu as rapidement évoqué, donc tu as fait un passage dans le public, tu as été prof à l'ENA. Comment tu penses que ces expériences, elles t'ont façonné? Comment ça a créé du catch chez toi? Qu'est-ce que tu en tires de ces 10 années que tu as passées Alors moi, j'ai eu la chance effectivement de travailler et dans le public et dans le privé, et sincèrement je dis que c'est une chance, parce que les drivers sont pas tout à fait les mêmes quand même, et que j'ai beaucoup appris de l'un et de l'autre. Et c'est marrant parce que quand je suis dans le privé, pendant longtemps j'étais vu comme un ancien de la fonction publique, à contrario quand j'étais dans le public j'étais vu comme un mec qui venait du privé. Donc bon, j'ai toujours été un peu un étranger dans les organisations dans lesquelles je me trouvais. Mais non, donc moi dans ma carrière j'ai fait 4 ans dans les télécoms, 4 ans à Bercy, 10 ans à la ville de Paris, et puis une petite dizaine d'années chez Nexity. Donc voilà, des environnements assez différents. Ce que je retiens moi comme grosse différence beaucoup entre les deux, c'est plus que public-privé, c'est la taille des organisations. Plus l'organisation est importante, plus la chaîne de décision est difficile à mettre en mouvement, mais aussi parce que les décisions qui sont prises ont un impact beaucoup plus fort. Quand on est à la mairie de Paris et qu'on décide de lancer un projet comme Vélib ou Autolib, on sait que ça va changer la vie des Parisiens, mais potentiellement ça va rayonner sur le monde entier. Bon,
quand on est dans une start-up et qu'on est 4, avec tout le respect que j'ai pour les start-up, bien évidemment que dans un coin de notre tête, on veut révolutionner le monde, mais globalement, quand même, les décisions, et c'est normal, sont plus rapides, moins impactantes. Bien sûr. Elles sont impactantes pour le collectif qui est en train de travailler sur le projet. Mais voilà, donc c'est normal que le politique, comme le capitaine d'entreprise, il essaye de gérer de manière parallèle le temps court et le temps long. Donc ça, voilà. Et en ce qui concerne mes expériences, entre guillemets, d'intervenant dans différentes écoles, parce que j'en ai fait pas mal, en fait, c'est assez marrant, mais je disais souvent aux gens, moi, je vais à l'école pour qu'on m'apprenne des choses. Donc souvent, on me demande, est-ce que tu veux venir nous parler de tel sujet ? Et je disais tout le temps, oui, mais alors aussi parce que j'ai eu la chance beaucoup de faire des interventions plutôt à des niveaux bac plus 4, 5, on va dire, voire plus. Et donc, dans la salle, il y a toujours un jeune qui, en vrai, en sait plus que moi sur le sujet que je viens de présenter. Ou tout simplement qui va l'aborder d'une autre manière. Donc, le premier truc que je trouve très intéressant dans la formation, c'est que quand tu arrives, toi, ça te force à prendre du recul sur ce que tu fais au quotidien pour avoir un discours un peu cohérent, clair et synthétique pour des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes. Donc ça, c'est le premier effort qui est assez louable parce que ça te force à prendre du recul. Le deuxième sujet qui est intéressant, effectivement, c'est de le partager avec des gens. Donc moi je suis quand même dans le partage constamment, c'est ce que j'aime, aller vers les autres. Et puis la réception que t'en font les gens avec qui t'en parles, elle est très enrichissante parce que ils vont eux-mêmes venir critiquer tes idées et donc mécaniquement te forcer à bouger. Donc soit tu es convaincu que tu as toujours raison de tout, ce qui n'a jamais été mon cas, soit au contraire, tu te dis, cette personne, elle me dit ça, alors il y a peut-être un peu de naïveté dans sa remarque, mais en même temps, c'est pas si bête que ça. Et puis, si l'assemblée qui est en face de toi, tu te rends compte que c'est pas un étudiant qui pense ça, mais 5 ou 6, tu commences à dire, alors peut-être que en fait, je me suis trompé. Voilà. Donc, de ces expériences-là, moi, je continue à chaque fois qu'on me le propose d'essayer de le faire, parce que j'en apprends toujours autant que ce que je suis venu partager. Ouais, c'est ça, c'est que Infinite, c'est un bon moyen de tester des idées sur des cerveaux qui sont frais, qui n'ont pas été forcément confrontés au problème. Et donc, du coup, tu es dans un peu ce constant challenge où tu te dis, je vais venir challenger mon idée, je vais venir prendre un pouls sur la nouvelle génération aussi. Et d'ailleurs, même ça, tu vois, ça évolue parce qu'aujourd'hui, on a la version 2.0 de ces cours-là qui sont les hackathons. Alors nous, on en fait de plus en plus chez Nexity, où c'est assez intéressant de mélanger des étudiants d'école d'ingé avec des étudiants d'architecture, des étudiants d'école de commerce, des mecs qui font plutôt du dev. Parce que eux-mêmes, c'est assez marrant de les mélanger entre eux, parce que souvent, quand même, malgré tout, ils sont pas dans des silos, mais globalement, ils se fréquentent pas tant que ça. Et quand on rajoute des entreprises autour, voilà, donc nous on en sort toujours quelque chose. Je pense que c'est intéressant pour les étudiants parce que ça leur permet de travailler sur des cas concrets. Nous, c'est intéressant aussi d'avoir dans un mode très rapide et très agile 2-3 idées qui ressortent du lot. Donc voilà, donc je fais un peu moins de formation, un peu plus de hackathon. Les deux sont sympas. Voilà. Ouais, et le hackathon, tu l'organises aussi avec des personnes de chez Nexity ou tu fais vraiment que des élèves qui viennent un peu... Non, alors c'est vraiment un mixte total. C'est-à-dire qu'en général, d'ailleurs, on n'est pas que Nexity Entreprise, on est 3-4 boîtes, Ok. souvent complémentaires. On a fait un hackathon à Brest où l'objectif, c'était de réfléchir sur comment on pouvait accompagner le traitement des risques de sol argileux, parce qu'en France, on a un sujet sur les sols argileux. Et là, typique, on avait Crédit Mutuel Arkea qui s'est intéressé parce qu'il y a des sujets économiques, assurantiels, AXA qui était là, nous, Nexity, le CEREMA qui est plutôt un institut public, donc ça, c'était plutôt les coachs et ceux qui avaient posé le projet sur le problème sur la table. Ouais. Et on avait 4-5 écoles d'étudiants différentes, organisés par groupe de travail. On les forçait à se mélanger entre eux sur des groupes de 5-6. Et puis voilà, on avait une dizaine de groupes qui travaillent en parallèle. Voilà, donc c'est intéressant pour nous parce qu'on rencontre aussi des talents, d'autres boîtes. Intéressant pour nous parce qu'on bosse sur un sujet qui nous touche. Intéressant pour les étudiants. Enfin voilà, donc c'est assez multidimensionnel dans l'esprit. Ouais, complètement. Et en plus, toi, ça permet aussi de trouver des talents, d'avoir des bonnes idées, de challenger, etc. Donc c'est génial. Et ouais, et donc du coup, tu fais ce passage à la mairie. Ouais. J'imagine que comme dans tout, vu que comme tu dis, tu es dans l'action, à un moment, tu vois des limites. Ouais. Et ensuite, tu te dis, OK, moment de bascule, je vais dans le privé, je vais chez Nexity, je vais quand même dans le plus grand groupe de promotion immobilière en France. Tout à fait. Donc, toi, à quel moment tu vois ces limites et comment tu opères cette transition ? Qu'est-ce que tu vis, toi qu'est-ce qu'il vit François à ce moment-là où tu te dis, ça y est, j'opère cette transition, parce que c'est un changement final structurant de... Je pense que de vie.
tous, chacun dans nos métiers, c'est une des choses compliquées quand même, c'est de se réinventer constamment. Alors, je prends peut-être des exemples un peu plus éloignés, mais pour un chanteur, c'est compliqué de toujours réinventer un nouveau tube. Pour un artiste peintre, c'est compliqué de réinventer sa peinture, etc., etc. Et donc finalement, quelle que soit l'organisation dans laquelle on arrive, il y a un côté positif pour moi à découvrir une nouvelle organisation et un nouveau segment d'activité parce que justement, tu arrives avec un regard un peu différent. Et moi, c'est souvent comme ça qu'on m'a fait rentrer, en disant on a besoin de quelqu'un qui ne voit pas les choses comme nous. Bon. Avec toujours un peu la même démarche. Il y a une première étape où, en général, limite presque tu t'excuses d'être là parce qu'il faut te faire accepter par tes pairs, qui souvent se demandent ce que tu fais là. Honnêtement, moi, ce que je disais, quand j'arrive dans le privé, les gens du privé se disent, mais on a encore récupéré un gars qui vient de l'administration, qu'est-ce qu'il va faire chez nous? Bon, donc voilà. Et quand j'étais arrivé dans le public, on se disait, tiens, voilà un gars qui vient du privé, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Donc, il y a toujours une espèce de phase d'écoute. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont laissé avoir ce temps-là. Alors qui ne dure pas 5 ans, hein, mais voilà, qui te permet de comprendre un certain nombre de choses. Et puis après, d'essayer d'apporter des idées. Voilà. Il n'empêche que quand ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu es sur un segment, même toi, tu as du mal à te réinventer. Et donc, ça peut être des moments aussi où tu dis, bah voilà, il y a un certain nombre de planètes qui sont alignées. J'ai fait ce que je pouvais faire à un instant T. C'est peut-être bien moi aussi de me réinventer en allant faire autre chose ailleurs. Et les freins que j'ai vus, enfin que j'ai rencontrés, mais qui sont assez basiques, et je pense que n'importe quelle personne connaît ça dans sa carrière, c'est des freins de deux natures. Il y a mécaniquement des freins financiers, parce que qu'on le veuille ou pas, tu peux avoir les meilleures idées du monde, si elles n'arrivent pas au bon moment, dans la bonne organisation de travail, et qu'elles ne sont pas à propos en termes de business model, elles ne tournent pas. Bon. Il y a aussi des moments de vie dans les organisations. Moi, j'ai travaillé dans des organisations qui allaient très bien, des qui allaient très mal. J'ai travaillé dans des organisations qui ont vécu des moments où ça allait très bien, des moments où ça allait très mal. Il y a un moment, il faut aussi comprendre ce que ta direction générale ou en tout cas ton encadrant supérieur est en train de faire et accepter que même parfois certaines bonnes idées, elles ne sont pas soutenables parce que économiquement, l'organisation dans laquelle on se trouve, voilà. Ouais. Ce que j'ai un peu moins apprécié, c'est quand j'ai eu le sentiment qu'elles n'étaient pas soutenues, non pas parce qu'elles étaient pas soutenables financièrement ou qu'elles n'avaient pas d'intérêt, mais uniquement parce que j'avais un dirigeant qui ne comprenait pas ce que j'étais en train de faire, un dirigeant qui ne cherchait pas à comprendre non plus ce que j'étais en train de faire, voire qui, pour des raisons politiques, et là je mets un grand P parce que ce n'est pas que la politique au sens national du terme, se disait on ne va pas le faire parce qu'il y a trop de ruptures à aller gérer pour que j'ai envie de porter cette responsabilité-là. Donc, alors c'est sans doute là pour le coup plus vrai dans le public que dans le privé. Mais clairement, quand je suis parti de la mairie de Paris, j'avais un certain nombre de projets que je voulais absolument porter et je me rendais compte que mes dirigeants n'étaient pas prêts à mener certains combats avec les syndicats d'une part et avec un certain nombre de leur soutien politique parce que ça cochait pas les bonnes cases. Donc j'ai essayé d'illustrer à travers un sujet assez simple, et d'ailleurs un sujet que j'avais donné à l'ENA aussi, et c'était assez marrant de voir comment ça clivait tout le monde dans la salle, et ce, quelle que soit la couleur politique des uns ou des autres. Pour moi, il y a toute une révolution qui n'est pas terminée autour de l'identité numérique. L'identité numérique, c'est vraiment quelque chose qui permet d'automatiser énormément de choses, de gagner énormément d'emplois. Ouais. Et aujourd'hui, nous... L'identité numérique, tu parles de juste avoir son identité de manière digitalisée ? Et de pouvoir la propager entre systèmes d'information. Okay. Aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas bien compte, mais il y a une interdiction de partager tout un tas de données dans l'administration publique qui empêche pour moi la performance publique. Donc si on est à Bercy, on a beaucoup de données qui sont dans la feuille d'imposition sur le revenu, et ben on n'a pas le droit de les partager avec le ministère de l'Intérieur, qui lui, à contrario, a beaucoup de données sur les voitures, etc., etc. J'avais essayé d'expliquer, par exemple, que si je croisais les données de Bercy avec les données de l'Intérieur, je pouvais automatiquement envoyer aux Parisiens, sans même qu'ils le demandent, leur carte de stationnement. Parce que si je sais que tu as acheté une voiture à tel endroit et que tu habites à tel endroit et que tu payes tes impôts à tel endroit, alors tu as le droit d'avoir une carte de résident parisien. Et aujourd'hui, des systèmes qui se parleraient pourraient faire ça automatiquement. C'est ça. Et même pas besoin d'envoyer. En fait, in fine, tu pourrais même aller plus loin et même pas besoin de créer de carte. Et automatiquement, quand tu te fais scanner ta plaque, automatiquement ça remonte. C'est catégorisé et c'est encore plus. Tu as une ville, entre guillemets, 3.0. Donc il y a 20-30 ans, c'était difficile à faire parce que malgré tout, ça fait tourner beaucoup de requêtes. Il faut de la puissance de calcul et de l'échange de data.
Et honnêtement, ça coûtait beaucoup, ça coûtait très cher. Plus on a avancé, plus ça devenait faisable, mais les freins, ils étaient toujours là et on l'a pas fait. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en toile de fond, il y avait toujours ce sujet qui était ma data, c'est la mienne. Et si demain on récupère cette data, est-ce que un gouvernement très autoritaire pourrait en profiter pour abuser du peuple, etc., etc., etc. Et c'était assez marrant parce que quand j'ai fait travailler les étudiants de l'ENA sur cette thématique-là, j'avais vraiment la moitié des étudiants qui étaient très pour et qui voyaient tout ce que ça pouvait apporter à la société. Ouais. Et la moitié des étudiants qui étaient très contre. Et c'était assez marrant de voir que, parce que souvent, quand tu as l'ENA, quand même, tu sais déjà si tu es à gauche ou à droite, pour faire très court. Et ben, c'était pas du tout une rupture gauche-droite. C'était vraiment une rupture. J'avais autant de gens de gauche et de droite qui pensaient qu'il fallait y aller à fond que de gens de gauche et de droite qui pensaient qu'il fallait surtout pas y aller. Donc, c'est ramener un rapport très individuel de l'accès à sa donnée, de ce qu'on est, de ce que je suis ou pas. J'ai deux questions sur ce point. Est-ce que tu penses que ces élèves, quand tu poses la question, ils ont conscience que déjà Google, Microsoft et autres AWS, etc., gros providers, ont déjà toutes leurs données, quasiment. Donc ils savent où ils habitent, ils savent quand ils achètent une voiture et ils savent combien de temps ils mettent pour aller au travail et quel jour ils vont au travail, et même s'ils ont une copine ou pas. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres, en Europe par exemple, d'autres pays qui mêlent ces informations pour être plus efficaces ? Comment, tu vois, toi, tu penses que la France se positionne ? Moi, c'est un cas, je pense que j'ai dû soumettre il y a presque 10 ans. Hein. Donc, on n'avait pas encore compris ce qui allait se passer. Et donc, les étudiants que j'avais en face de moi, je pense qu'ils n'avaient pas conscience que de toute façon, la machine était lancée et qu'on ne l'arrêterait plus. Donc, à l'époque, il y avait encore de la naïveté pour moi d'une partie d'entre eux qui croyaient encore que on allait sécuriser et empêcher la data de se propager. Mais c'est comme les idées. Il y a un moment, on peut se dire qu'on ne va pas partager les idées. Ça, c'est effectivement les pouvoirs totalitaires qui font ça. Voilà. Et ce que moi, j'essaie justement de leur expliquer, c'est que contrairement à ce qu'ils pensaient, ceux qui défendaient, entre guillemets, la liberté sur ces datas, ils avaient une position contre-productive par rapport à ce qui allait se passer. Parce que l'inverse, c'est qu'on a laissé tout le marché se réguler comme il en avait envie, plutôt venu de l'extérieur que de l'intérieur, c'est-à-dire en appliquant nos valeurs, nous, France républicaine, à ce sujet-là. Et donc, au final, on a regardé passer les trains et on en est là où on en est. Donc, je pense que si je reposais le même sujet aujourd'hui, ils auraient quand même une meilleure conscience que de toute façon, la machine était lancée, qu'on ne l'arrêterait pas. C'est ça, mais aujourd'hui, tu as quand même cette... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, et tu dois le ressentir aussi, je pense que tu aurais cette même rupture. Je pense que tu as quand même des personnes qui sont encore fondamentalement sûres que... Et tu as le truc avec l'IA. Ah non, mais pourquoi je mettrais ce truc sur l'IA ? Non, mais Google a déjà tout ton info. Il y a un truc évident, c'est que ce sujet de l'identité numérique et de l'identité tout court, il reste tout aussi clivant aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ça, pour le coup, je pense que si je retournais faire le cours, ils auraient une meilleure compréhension des enjeux, mais il y aurait toujours autant de clivages. Et je pense que tu aurais potentiellement un 50-50. Hein, avec, clairement. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que notre administration n'a pas du tout pris le virage. Alors, à ta question, est-ce qu'il y a des pays qui font ça ? Alors, le pays en Europe qui est toujours cité comme étant très en avance, c'est l'Estonie, qui a déjà un service numérique où tu mets ta data et puis à partir de là, tu as tout un tas de services qui se déclenchent automatiquement sans que tu aies vraiment de démarches administratives à faire. Il y a aussi tout un tas de pays qui font la même chose sur la donnée de santé et qui ont pu mettre en place des politiques de santé plutôt proactives, c'est-à-dire qu'une fois qu'on te connaît, qu'on a un peu de data sur toi, on va plutôt t'imposer d'aller chez tel médecin de manière préventive plutôt que d'être constamment dans une logique curative. Voilà, donc il y a beaucoup de pays qui le font déjà et les résultats, a priori, sur la santé générale de la population sont pas plus insatisfaisants que ceux qu'on aurait chez nous. Enfin, donc la performance, elle a pas été dégradée par la mise en place de ces outils-là. Par contre, le coût financier, lui, il est sans doute moins élevé. Est-ce que tu penses que nous, on est dans un pays où on divague un peu et on verra, mais est-ce que tu penses qu'on est capable aujourd'hui de se dire, on va aller faire une révolution de la manière dont on l'opère pour aller vers ce genre de modèle qui est, en fait, on va tout centraliser et on va être dans la prédiction, parce qu'au final, le jour où on est dans la prédiction, en fait, on a vraiment tout l'intérêt de la techno et de l'IA, parce que c'est quand on peut... Je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais je pense qu'on le fera le jour où on aura des dirigeants qui auront compris ce que c'est que l'informatique. Et, au sens très large du terme, pour le coup, numérique, télécom, etc., etc. Or, force est de constater que ce n'est pas le cas. Quand tu regardes aujourd'hui, il n'y a aucune organisation
qui n'a pas dans le privé un DSI ou un CTO, voire plus on avance, plus le CTO devient le deuxième acteur de l'entreprise, peut-être avec le meilleur développeur, alors qu'on a un État dans lequel il n'y a pas de DSI, ou plus exactement, il y a un secrétaire d'État au numérique avec plus ou moins de pouvoir, mais qui est clairement, d'ailleurs c'est pas un ministre, hein, c'est un secrétaire d'État, donc déjà ça raconte quelque chose. Et on a dans l'organisation de travail une DSI quand même qui est rattachée au service du Premier ministre, mais qui n'a pas des budgets incroyables. Et en tout cas, on n'a pas compris à quel point... c'est assez marrant. Je discutais avec des grands patrons français, notamment un qui continue à être assez actif dans des gros fonds américains et qui me disait quand l'IA est arrivée, on a imposé à toutes les entreprises dans lesquelles on avait des participations des analyses de ce que l'IA allait changer, métier par métier, boîte par boîte, en leur disant vous n'avez pas le choix, voilà. Mais est-ce qu'on a fait ça en France ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'administration française, on a entamé un plan d'IA pour moderniser la manière dont on dépose les permis de construire ? Est-ce qu'on s'est demandé en quoi, dans la décision de justice, l'IA pouvait nous aider à aller plus vite ? Voilà. Et une fois encore, il ne faut pas se méprendre sur mon propos, je suis vraiment intimement convaincu, et je sais que tu l'es, qu'il y a une place de l'humain dans tout ça. L'idée, c'est pas de dire on crée une machine infernale qui décide de tout toute seule. Voilà. Mais il n'empêche qu'une fois encore, on est dans le sujet qu'on abordait au début de notre entretien, c'est est-ce qu'on fait comme si ça n'existait pas et puis on attend gentiment de se faire déclasser, ce qui est quand même un peu en train d'arriver si on regarde les chiffres, c'est pas moi qui le dis, ou est-ce que non ? Et moi j'avais un propos toujours qui était un peu rentre dedans, mais qui était de dire la force de la France, ça a été son administration. C'est ça le pire, c'est que on oublie qu'on a créé l'état civil. L'état civil, je dis tout le temps, c'est la première base de données. Et donc, je ne comprends pas comment on en est arrivé là dans notre culture. C'est-à-dire que ce qu'a fait la puissance de la France, c'est d'avoir une administration ultra efficace à l'époque de Napoléon, basée entre autres sur justement l'état civil, ainsi de suite, qui n'est ni plus ni moins qu'une base de données. Et aujourd'hui, on est les premiers à venir expliquer que tout ça ne sert à rien, que c'est trop compliqué, qu'on va violer les libertés des gens. Donc, je suis désolé, mais en France, on a réussi à faire et la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, et une administration efficace avec des outils de l'époque qui étaient peut-être dans des livres. Mais aujourd'hui, le livre, c'est la base de données. Est-ce que tu penses pas qu'on a eu un peu l'effet qu'on a eu au début de la discussion où on se dit ok, en fait il faut tout le temps se réinventer, tout le temps aller tester et tout le temps venir en fait s'améliorer. Et comme nous on était globalement le leader, celui à challenger, on ne s'est pas eu l'effet inverse, on s'est reposé un peu sur notre avantage et qu'on n'a pas eu cet effet de on va constamment en fait venir améliorer, venir challenger et venir peut-être aussi alors ça c'est une évidence et ça l'est d'autant plus que quelque part c'est assez malheureux à dire, mais quand tu prends pas de risque, mécaniquement, tu assures une forme de carrière, notamment dans l'administration. Et donc, quelque part, la prime au risque, dans l'administration, elle n'existe pas vraiment. Celui qui prend du risque, éventuellement, il peut en faire les frais à un moment ou à un autre. Mais celui qui ne prend pas de risque et qui fait juste tourner son administration, on va dire à l'équivalent, il sait qu'en moyenne, il va rester 3-4 ans sur un poste et que donc... Et par ailleurs, quand même, souvent, le politique n'attend pas que ce soit l'administration qui prenne de l'initiative. Ce qui est d'ailleurs un peu normal. C'est le politique qui a été élu par le peuple. C'est le politique qui doit donner la trajectoire. L'administration est là pour mettre en œuvre ce que le politique lui demande de faire. Et c'est bien normal. Et c'est heureusement que c'est comme ça, d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, la question de fond, c'est est-ce que nos politiques, eux, ils ont cette conscience-là et est-ce qu'ils donnent l'impulsion qui permet à l'État d'eux ? Je constate que la réponse est non. Et je ne fais pas de politique parce que je ne suis pas complètement convaincu. Je n'en vois pas beaucoup sur l'échiquier qui nous parlent de ces sujets-là, et ce, quelle que soit leur couleur. Mais malheureusement, oui, c'est un sujet qui est complètement absent des débats, alors qu'en vrai, il est le levier de transformation de toutes les politiques publiques et de toutes les modifications d'organisation du travail, y compris dans le privé. Donc, le levier de la transformation, c'est le numérique, c'est le système d'information. C'est certain. D'ailleurs, tu le vois de l'autre côté de l'Atlantique, qu'il y a un constant, alors je ne sais pas si ça marche ou pas, mais en tout cas un constant ping-pong entre l'administration de Trump et quand il se réunit à chaque fois tous les leaders de la tech, parce que fondamentalement, en fait, ton pays va être dravé par ça, ça va être le plus gros moyen de revenu. Et donc du coup, c'est assez intéressant parce que là, on parle de prise de risque, on parle de comment tu vas être capable de mener des projets, de transformer, se réinventer. Et toi, quand tu arrives chez Nexity, tu t'occupes aussi des nouvelles offres. Et tu t'occupes de réinventer aussi une partie de votre business avec
le rachat de Morning, enfin, donc du coup, je regarde mes notes, mais l'arrêt de Blue Office et la création de Riptown. Comment t'opères donc à un moment, évidemment, tu es sur une grosse structure, donc tu peux pas prendre les risques que tu veux. C'est aussi des temps longs, qu'on le veuille ou non. Tu peux pas faire bouger un gros bâtiment comme ça. Comment tu gères ce changement de prise de risque et ces nouvelles offres qui rentrent? Et si tu peux nous raconter un peu J'ai l'histoire. souvent en rigolant, déjà, quoi qu'il arrive, choisis bien ton patron. Parce que quelque part, comme c'est jamais toi qui as le pouvoir, ton patron, il va quand même être beaucoup l'artisan ou pas de ta capacité à pouvoir faire bouger les lignes. Donc moi, sincèrement, j'ai eu de la chance parce que j'avais rencontré Véronique Bédag à la mairie de Paris. C'est elle qui m'avait fait venir pour travailler sur la transformation de l'administration parisienne. Valérie, c'est qui, pardon, si tu peux nous donner un peu. Alors, donc Véronique Bédag, aujourd'hui, c'est la PDG de Nexity, Ok. qui avant ça était directrice de cabinet du Premier ministre quand Manuel Valls était Premier ministre, qui avant ça était secrétaire générale de la ville de Paris, qui est la plus grosse administration de France, en tout cas dans les collectivités territoriales. Et avant ça, elle avait été directrice des finances de la ville. Et à la ville, elle avait lancé un programme de transfo parce qu'elle avait compris quand même que pour gérer une organisation qui fait plusieurs milliards d'euros, on ne le fait pas avec Excel pour le coup. Donc elle avait beaucoup milité auprès du secrétaire général pour qu'on installe ce qu'on appelle un ERP. Donc en l'occurrence, le choix avait été fait de SAP, mais bon, Oracle propose des produits similaires. Enfin voilà, il y a beaucoup de sociétés qui font ça. Et elle avait eu le courage quand même de se lancer dans un projet qui allait être long, parce que déployer un ERP, c'est long. Compliqué, parce que demander à des agents de passer justement de l'Excel et de la calculette à SAP, franchement, c'est pas un projet libérateur, hein, contrairement à ce qu'on raconte, mais qui était vraiment dans l'intérêt des Parisiens et de la ville, parce que ça permettait objectivement d'avoir une vision transparente en quasi-temps réel des finances, et ce, quelle que soit la granularité de l'organisation, donc autant dans un atelier qui compte des boulons que à la culture quand on donne une subvention à une association. Donc elle avait eu ce courage-là, elle avait eu cette vision-là, tout en disant d'elle-même, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je ne sais pas faire, et donc je vais m'entourer des gens qui vont venir m'aider à... Voilà. Donc quand Véronique, on a un peu discuté et qu'elle est arrivée chez Nexity, donc nous on s'était séparés, moi j'étais resté à la ville, elle avait eu son parcours au gouvernement. Elle m'a dit, écoute, voilà, j'arrive chez Nexity et j'aimerais que quelqu'un nous aide à réfléchir avec un regard nouveau sur ce monde de l'immobilier. Déjà rien que ça comme démarche, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire j'ai la chance d'avoir un patron qui se dit c'est intéressant de payer quelqu'un, parce que quand même il faut le payer, à scruter la manière dont on fonctionne et à se demander s'il n'y a pas 2-3 choses qui pourraient être bougées. Là encore, dans la méthode, elle avait raison comme d'habitude, c'est-à-dire qu'avec une méthode qui dit n'oublie jamais qu'on arrive dans cette société, elle est numéro 1, donc on doit avoir beaucoup d'humilité parce que ces gens ont créé une valeur. Et nous, on n'est pas là pour la casser, on n'est pas là non plus pour les prendre de haut. Voilà. Et donc je rentre chez Nexity et alors on était à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait tout un tas de discussions autour de la propriété versus l'usage. On bascule d'une société de propriétaires à une société de consommateurs, d'utilisateurs. Ça, on le voit. Je pense que le premier segment sur lequel ça a beaucoup bougé, c'est le téléphone. On a acheté notre téléphone. Maintenant, en réalité, qu'on le veuille ou pas, on croit tout ce qu'il a à nous, ce qui est dans notre poche, mais en vrai, c'est un espèce de leasing. Et même l'automobile. La voiture arrive derrière, d'abord dans les entreprises avec les voitures de fonction, ainsi de suite, mais finit par se répandre dans toute la société. Bon, et donc, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ça arrivera dans l'immobilier ? Et quel impact ça aura ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même 2 types d'habitat possibles. Je suis propriétaire, je suis locataire. Nous, Nexity, on fait des biens neufs. Et dans notre marché, il y a des biens qui finiront occupés par des locataires. Typique, quand un bailleur social nous achète un bloc, c'est-à-dire un immeuble complet, la vocation, in fine, c'est d'y mettre des locataires et c'est le bailleur social qui va en rester le propriétaire. Mais on fait aussi des immeubles qui sont vendus, ce qu'on appelle à la découpe, donc chaque propriétaire... Voilà. Alors moi, je n'étais pas sur le résidentiel, à ce moment-là, j'étais sur le bureau. Donc ça me posait la question, mais et dans le bureau, qu'est-ce que ça veut dire ? Et on va dire la manière un peu simple et naïve de voir le sujet, c'est de se dire, il faut qu'on fasse des services dans le bureau. Alors on va regarder, en plus de construire des immeubles de bureaux, quels services on pourrait faire. Alors il y a l'encaissement des loyers, etc. Tout ça, c'est du service. Bon. Mais moi, ma conviction, c'était pas ça. Ma conviction, c'était de dire non, vous n'avez pas compris. La transformation de la propriété à l'usage, c'est qu'on va avoir des occupants qui vont nous dire non, moi, ce que je veux, c'est plus acheter le bureau. Je veux pouvoir le consommer comme ça m'arrange. Et par ailleurs, cette consommation, elle est multiforme.
C'est-à-dire que je veux pas juste un bureau où je vais passer toute ma journée derrière mon écran. Je veux une salle de réunion, je veux une cafette, je veux une terrasse, je veux peut-être même une salle de sport, etc., etc. Et donc la question, c'est de se dire comment on va passer d'un immobilier un peu statique à un immobilier en mouvement. Et la réponse, la case entre les deux, bah, c'est le coworking, ou en tout cas tous les modèles qui sont issus autour de ça, où finalement les gens nous ont dit on est prêt à payer un peu plus cher pour de la flexibilité. Et en même temps, comme on n'a pas tous le même budget, bah, ça veut dire qu'il faut des gammes. Et donc, bah, il y a des gens qui veulent du coworking entre guillemets low cost. C'est vraiment pouvoir bosser et que ça coûte pas trop cher. Il y a au contraire des gens qui veulent incarner à travers leur immobilier autre chose, une adresse prestigieuse, beaucoup de services premium parce qu'on a les clients qui vont avec. Voilà. Et l'autre transformation de fonds, outre le modèle, ça c'est pour le modèle économique, c'est qu'on est passé de bureaux qui globalement faisaient 20% de parties communes et 80% de parties privatives. Alors ce que j'appelle la partie privative, c'est vraiment le bureau fermé, voilà, bon, à aujourd'hui un standard qui est plutôt de 50% de parties communes et 50% de parties privatives. Et du coup, je ne conçois pas le même bureau en fait. C'est la même coque, mais à l'intérieur, c'est pas du tout les mêmes usages. Ouais. Et donc, c'est bien l'usage qui redéfinit le produit. Et tout l'intérêt d'avoir des coworkers, outre le modèle du coworking qui, pour les nôtres en tout cas, fonctionne très bien. Pas les problèmes d'un certain nombre de confrères. Les nôtres sont en croissance et sont rentables, j'y tiens. A aussi réexpliqué aux promoteurs que la coque qu'ils construisaient, ça ne pouvait pas être exactement la même. Et c'est là où on va... Tu vois, ça va être hyper intéressant ce que tu nous racontes, mais on va pouvoir faire une transition entre du coup ces nouvelles offres, l'innovation et en fait toutes ces arrivées de techno. C'est que nous, à notre petite échelle, Cléo, on a pris des nouveaux bureaux il y a quelques semaines. Je parlais avec vous, avec l'agent. Bon, les bureaux sont géniaux, on va déménager, on est super content, on a une super localisation. Il me disait, oui, il vous faut combien de temps pour déménager? Je disais, mais tu te rends pas compte, nous, on est là demain matin. Enfin, de changer de lieu, on va bosser. Ça ne change rien, on vient juste avec notre ordinateur, on le pose sur la table et on est actif de la même manière. Donc c'est là où c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, la principale clé du bureau, ça va être l'échange, ça va être comment on va être ensemble entre nous et qui je pense, a énormément changé depuis les 10 dernières années et encore plus là, parce qu'aujourd'hui, tu n'as même pas une feuille de papier. Enfin, sur des petites structures, tu n'as même quasiment pas de feuille de papier. Il faut juste venir avec ton ordinateur, t'asseoir là où tu es confortable. Oui, parce qu'il y a eu une transformation quand même majeure dans la manière... Alors, pourquoi on a consommé le bureau de manière différente? Si on revient à la genèse, et là on va revenir à tous les sujets qu'on a abordés, c'est la techno. C'est-à-dire que moi, quand je commence ma carrière, j'ai un gros ordinateur très lourd qui a un câble attaché à une prise. J'ai un téléphone un peu gros avec un câble accroché à une prise. Donc, même si je le voulais, je ne pouvais pas tellement partir de mon poste de travail parce que je ne pouvais pas travailler autrement. Ce qui a profondément changé aujourd'hui, c'est que tu le dis, ton ordinateur, c'est un portable, il est épais comme ça, il n'a pas de fil. Ton téléphone, il est grand comme ça, il n'a pas de fil. Donc en vrai, tu peux très bien avoir envie de travailler à 10 heures dans ce fauteuil, à midi, voilà, et ainsi de suite. Et donc, c'est bien la technologie, une fois encore, qui a changé la manière de travailler. C'est parce que toutes ces technos, le Wi-Fi, etc., sont arrivées, que mon collaborateur... Il m'a dit, mais moi, je veux plus travailler avec un... Moi, ça m'intéresse pas de rester enfermé dans mon bureau. Et donc, ce qui était intéressant, c'est finalement après de screener les types d'emplois pour se dire, objectivement, il y a des emplois dans lesquels cette mobilité, elle va être très prisée. Et donc, comment ils vont se comporter de manière différente? Et donc, des salles de réunion, des grandes salles de partage, envie de rencontrer peut-être même d'ailleurs la société qui est dans le même coworking que moi, qui fait autre chose, parce que c'est peut-être mon client de demain ou mon fournisseur d'après-demain. Bon, et en même temps, si je suis honnête, il y a aussi des métiers un peu plus sédentaires où on a besoin aussi d'avoir des bulles de concentration, de gens qui n'ont pas trop envie de... Mais même ça, c'est assez marrant parce que souvent, tu sais, les gens, ils te disent, oui, mais alors moi, j'ai un métier, j'ai besoin d'être concentré, donc il ne faut pas de bruit autour de moi. Et alors, ce que je veux dire, pour le coup, va être très dur, mais je regardais mes enfants quand on regardait donc, un film à la télé, et un truc qui énerve souvent les parents de ma génération, c'est que on va regarder un film et en fait, les enfants, ils sont tous à côté de ça avec leur smartphone en train de faire autre chose en même temps. Et tu te dis, parce que c'est comme ça que notre cerveau à nous, il a appris à fonctionner, mais c'est pas possible, tu n'écoutes pas, tu ne regardes pas le truc. Mais en fait, tu te rends compte que si eux, ils font les deux en même temps. Et donc, soit moi, j'accepte de reconnaître qu'ils vont pas se comporter comme moi demain parce que ça y est, c'est intégré chez eux, ils savent faire les deux en même temps. Et c'est pas parce que moi, j'arrive pas à le faire que eux, ils n'arrivent pas à le faire. Et donc, ça, on va retrouver ça dans le bureau. Aujourd'hui, il y a une génération de travailleurs qui arrive
et qui va de toute façon mécaniquement consommer des médias en parallèle de manière constante et en même temps être en train de faire une réunion et en même temps de discuter avec le gars qui est en face. Et en vrai, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas concentrés et que pour autant, ils ne seront pas disponibles pour faire 2-3 trucs en même temps. Donc, même ce sujet-là, pour moi, il va s'effacer doucement. Alors après, on a tous, je répète une fois, de temps en temps, besoin de 1 heure ou 2 heures où on se met vraiment au calme parce qu'on a envie vraiment de faire abstraction de tout le reste. Mais bon, globalement, quand même, la tendance lourde, c'est beaucoup de lieux communs où on bouge, où on rencontre les autres, où on apprend des autres, et quand même moins de moments où on est tout seul dans son bureau. C'est ça. Et moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. Alors, après, c'est un peu dans mes lubies de se dire qu'on va être vraiment dans le monde de demain, mais j'ai encore plus envie de te dire qu'aujourd'hui, l'IA nous permet d'exécuter tellement vite nos tâches de ces moments de 2 heures de concentration, parce qu'en fait, le moment où tu avais besoin de 5 heures avant, aujourd'hui, il n'en faut plus qu'une ou deux, voire 30 sur minutes. un certain nombre de sujets. Sur un certain nombre de sujets. Et j'ai envie de te dire que pour moi, la place du bureau et de prendre un moment de se voir, tu vois, et de passer un moment où on se voit, ben en fait, est encore plus accéléré que l'IA. Et c'est là où, pour moi, le bureau est encore plus important. C'est que, en fait, on va exécuter très vite toute la tâche, tu vois, manuelle. Donc, mais manuel, je dis même taper un doc sur un Word, pour moi, ça devient manuel. Et pour aller constamment se rencontrer, parce que toi, moi, hop, on dissèque l'information et on va faire un ping-pong d'échange. Et c'est là où aussi je trouve que le moment physique va être encore plus important aussi, parce qu'il va y avoir l'interaction humaine, on va venir challenger. Et je pense que ça, tu vois, ça remet encore plus ce besoin de... En fait, le moment au bureau, il est génial, parce que c'est le moment où j'ai challengé peut-être chez moi. Je suis peut-être arrivé un peu plus tard au bureau parce que j'ai bossé de chez moi pour faire ma tâche de fond. Mais je viens au bureau pour avoir ce moment de ping-pong, d'échange et faire avancer les choses. Et tu te rends compte que tu pourras jamais faire avancer les choses plus vite en digital, en tout cas entre deux humains, tu vois, même pour des choses de service, qu'à distance. Et c'est là où le bureau, il est essentiel. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, mais alors, tu as totalement raison. De toute façon, même si les IA se développent de manière très rapide, il n'empêche qu'au moment où on se parle, alors ça changera peut-être, mais globalement, elles ont quand même bien besoin d'un prompt de départ. Donc, c'est quand même bien toi qui dis à ton IA ce que tu veux qu'elle fasse. Après, elle va faire beaucoup mieux que ce que tu aurais fait tout seul, ou en tout cas beaucoup plus rapidement ce que tu aurais fait tout seul si tu avais dû aller te documenter. Mais enfin, ton prompt, ça reste le départ. Donc, si tu sais pas ce que tu demandes à ton IA, elle te raconte n'importe quoi. Ouais. Alors, elle t'aide malgré tout à avoir des idées, c'est vrai. Mais si je suis honnête, quand même, les idées de rupture, c'est pas l'IA n'est pas encore. Elle le fera à un moment ou à un autre. J'ai zéro sujet, mais au moment où on se parle, c'est pas encore le cas. Donc là où je te rejoins, c'est que c'est parce qu'un jour tu vas discuter avec un gars qui bosse dans l'aérospatial et que le lendemain tu discutes avec un éboueur, que toi à un moment dans ta tête tu connectes une idée à gauche et une idée à droite, que tu fais dans ton prompt le fait de dire à ton IA tiens j'ai vu ça et je me demande si je pourrais pas répliquer tel truc que l'IA. Après, ok, elle déroule, elle va t'aider à aller beaucoup plus vite. Mais donc cette manière de rencontrer le monde, de voir ce que les uns et les autres font et de connecter dans ta tête un truc à gauche et un truc à droite, bah, tu la crées effectivement dans ta mobilité, dans le fait d'aller voir les autres, dans le fait d'aller écouter des conférences, de discuter avec un gars à la terrasse d'un café avec qui tu n'aurais peut-être pas discuté 2 heures avant. Mais donc tu as encore plus de temps pour le faire. Et c'est ça qui est aussi génial. Mais c'est aussi pour ça, ça va te faire rigoler, mais quand on se lance dans le coworking et ainsi de suite, chez Nexity, dans notre siège, on s'était dit, bon, bah quand même, les cordonniers, pour une fois, essayons de ne pas être les plus mal chaussés. On va créer aussi, nous, ces lieux au sein de Nexity. Et un des premiers trucs, c'était aussi d'expliquer à nos chefs, notamment Alain Dinin, mais qu'il a compris assez vite, que c'est pas parce que la cafette était pleine à craquer que les gens étaient en train de rien faire. Mais tu sais, dans l'inconscient, quand même, si je suis constamment à la cafette en train de rien. Bon, ça donne un peu le sentiment du gars qui est en vacances tout le temps. Ouais, bien sûr. Bon, et en fait, et assez vite, il a compris que c'était pas vrai. Bon. Alors après, faut pas non plus être à la cafette, hein, on est d'accord. Il y a quand même des moments où il faut produire. Mais oui, tu as raison. Pour moi, le bon collaborateur, il a des cycles d'idéation, il a des cycles de formation, il a des cycles de production. Et après, en fonction de son positionnement et de ce qui est attendu de lui, il va jouer dans ces cycles. Je pense qu'après, ce qui est plus compliqué, c'est de réussir à engager tes collaborateurs pour qu'ils aient envie de faire cet effort-là. Parce que le risque, effectivement, à la fin, c'est j'aurai chez moi, je vais ma télé, et puis en fait, je fais croire que, et je ne suis pas du tout en train de faire tout ça. Mais s'ils le font, ceux qui jouent le jeu, oui, normalement, ils sont plus performants. Complètement. Et donc, toi, du coup, plus performant pour l'entreprise. Plus performant, c'est ça. Et je pense même, et ça va nous emmener vers le deuxième sujet, mais je pense même que, in fine, celui qui est chez lui, qui est à sa télé, à un moment, il va le faire 6 mois, 1 an,
et à un moment, il va se dire que ça n'a pas trop de valeur, quoi, qu'à un moment, il tourne un peu en rond et que c'est sympa aussi d'avancer. Et donc, toi, du coup, tu as constamment ça de nouveau, tu viens constamment challenger les idées. C'est quoi pour toi la manière, comment tu gères cette résistance, ce moment où tu vois ça bloque, ce moment où tu dois, tu vois, faire comprendre, bah, même à tes chefs, tu vois, bah, il faut qu'on aille faire sur ce point de vue-là, et même pour l'ensemble de tes équipes, bah, entre grosses guillemets, les gars, bloquez pas, vous essayez de juste vous dire, je vais essayer de comprendre ce changement. Et comment tu gères, toi, cette résistance au changement humain, mais qui est in fine un biais qu'on a tous. Eh ben, il faut beaucoup de dialogue. Et c'est ce qui fait, tu me disais tout à l'heure, c'est quoi les freins, entre guillemets, à la transformation, bah, c'est le temps que tu dois prendre pour convaincre. Mhm. Et tu sais, il y a beaucoup de textes, beaucoup de propos qui sortent de tout un tas de boîtes qui te disent il faut donner du sens, il faut donner du sens, il faut donner du sens. C'est vrai, Mhm. c'est exactement ça. Sauf qu'il faut donner du sens parce qu'il y a du sens. Donc c'est là que ça devient plus complexe. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que je fais une conférence devant 200 collaborateurs où moi je leur répète 10 fois le même truc que ça rentre. Enfin, il faut faire ça aussi, hein, ça fait partie du jeu. Mais il faut d'abord être sûr du contenu de ce que tu essayes d'apporter. Donc là, en ce moment, par exemple, moi j'ai un sujet, j'essaye d'inciter nos filiales à intégrer un outil qui permet d'économiser 50% de l'eau dans un bâtiment. Donc Qui est voilà, colossal. c'est un outil qui est non obligatoire d'un point de vue réglementaire, mais il y a des mouvements réglementaires qui ont bougé il y a 1 an et demi qui font qu'aujourd'hui, tu peux récupérer à peu près la moitié de l'eau d'un bâtiment, la nettoyer et la réinjecter dans le bâtiment. Euh, C'est fou. Enfin, fondamentalement. donc ça, c'est plutôt bien pour la planète, c'est plutôt bien pour Nexity, c'est plutôt bien pour les clients. Il n'empêche que c'est quand même complexe parce que comme c'est pas obligatoire, c'est un surcoût. Donc il faut le financer quand même, ça. Et donc trouver aussi des modèles économiques qui permettent de ne pas juste le répercuter sur le prix au mètre carré de clients qui ont déjà du mal à acheter le prix au mètre carré. Et donc mais il n'empêche que comme le projet a du sens, je vois que toutes les filiales Nexity, elles baissent pas les bras parce qu'elles disent ça a du sens. Je comprends pourquoi on le fait. Parce que j'ai conscience que cette ressource en eau sur la planète, moi en tant que citoyen qui allume mon robinet tous les jours, elle n'est pas infinie. Et donc, c'est quand même plus simple d'aller porter un projet de transformation qui a du sens et qui parle tout de suite à celui qui va devoir le mettre en œuvre qu'un projet de transformation qui n'a pas de sens pour celui qui va devoir le faire. Donc, sur un projet comme ça, entre guillemets, c'est simple, parce que la valeur, elle est perceptible, direct. elle est concrète. Sur un projet, par exemple, de transformation des systèmes d'information, c'est un peu plus compliqué. Parce que souvent, le bénéficiaire n'est pas celui qui va devoir faire l'effort. Donc, essayer d'expliquer à quelqu'un qui va changer une manière de faire, non pas pour son bien personnel, mais pour l'intérêt collectif, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce que tu me disais aussi, avant qu'on enregistre, tu me disais aussi, il faut que les... Et d'ailleurs, j'ai adoré quand tu m'as dit ça, je pense que ça a eu un gros impact sur moi. Tu m'as dit, il faut que les personnes que tu vas essayer de transformer voient l'impact direct. Et tu me disais, bah, ton téléphone, tu vois l'impact direct, c'est un impact direct, donc tu le fais. Ton ordinateur, pareil. Ta voiture, pareil. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer je pense, transmettre, c'est de montrer qu'il va y avoir un impact. Et c'est ça qui est dur aussi avec le système informatique. Parfois, c'est de dire non, ce que tu vas faire maintenant, l'impact tu l'auras demain, mais l'impact il est tellement fort que il faudrait peut-être que tu testes. Bah, justement, c'est toute la difficulté entre le temps long et le temps court et le fait de donner du sens. Je répète, c'est à la fin de se demander tout le temps pourquoi on fait ça, à quoi ça va servir, à qui ça va servir, et quel est celui qui va devoir faire l'effort pour aller là. Et après, de partager avec celui qui devra faire l'effort le pourquoi on lui demande, quel intérêt il a à le faire. Bon. Alors, son intérêt dans le privé, ça peut être un intérêt financier. Je vais te donner plus de rémunération parce que. Bon, donc ça, c'est un premier levier. Mais moi, je suis beaucoup issu du monde associatif parce que quand j'étais étudiant, notamment, je m'occupais de plein d'assauts à la fac. D'ailleurs, j'ai failli faire une thèse sur le rôle du dirigeant en milieu associatif. Et ce qui m'intéressait, enfin, bon, je ne l'ai pas faite, hein, mais ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'expliquer, quand tu es dans une association, tu n'as pas le levier financier. C'est-à-dire que les gens font des trucs avec toi, pas parce qu'ils sont payés pour le faire, mais parce qu'ils croient qu'il faut le faire. Et ça, le jour où tu as compris ça dans le management, tu as tout compris. Bien évidemment que l'argent, c'est un levier. Moi, comme tout le monde, je suis très content de bien gagner ma vie. Et si je peux encore mieux la gagner demain, j'en serais ravi. Mais il n'empêche que
la puissance quand même d'une idée quand elle est bonne et de la manière dont tu la véhicules, elle est 10 fois plus transformante que le levier de la rémunération, qui est en réalité une forme de levier de contrainte plus que de... Voilà. Donc, retrouver le sens de ce pourquoi on fait les choses, le partager, c'est important. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants ne le font pas toujours. Parce que le problème, c'est que ça demande du temps et que donc dans une société qui va très vite, on peut avoir la tentation de se dire « je suis le chef ». Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on interroge les sociétés républicaines comme la France sur l'intérêt ou pas d'avoir un pouvoir très autoritaire comme c'est le cas aux États-Unis ou en Chine, où on va avoir le sentiment que cet autoritarisme il permet de bouger plus vite. Bon, j'ai envie de dire, en tout cas en ce qui me concerne, heureusement pour nous, c'est pas notre modèle. Nous, on a un modèle républicain, mais qui demande plus d'efforts d'embarquement, parce qu'effectivement, on a plein de corps sociaux à quels il faut expliquer le sens de ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'une partie de ce qu'on vit aujourd'hui, où les entreprises qui ont du mal à se transformer, c'est des entreprises où on n'arrive pas à donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Exactement. Et je pense qu'il y a deux trucs qu'on peut refléter. C'est un... nous, on le voit, tu vois, chez Cléo, on fait beaucoup de transfo, on aide beaucoup les boîtes à se transformer. Moi, je leur dis tout le temps, mettez des rewards. Donc, j'ai deux types de clients, ceux qui disent, et une carotte, in fine. Mais en fait, c'est ce qu'on disait au début. C'est si tu fais ce kilomètre en plus pour aller apprendre quelque chose de nouveau, ça te prend du temps et c'est un bénéfice pour toi, mais surtout pour l'organisation. Il faut comprendre l'impact direct de cet effort. Donc, essayer de le faire. Il y en a qui le veulent pas du tout. C'est-à-dire que non, c'est pas dans nos valeurs. On le fait non, pas. parce que si on est honnête, toi et moi, en vrai, il y a quand même une partie des innovations dans lequel, même si on a une forme de conviction que l'intérêt, ça va être ça, il y a quand même une part de doute sur la réalité de l'intérêt à la fin. Et donc, c'est là pour moi qu'arrive justement l'entrepreneur. Et je répète, pour moi, cette notion d'entrepreneur existe autant dans le public que dans le privé. Il faut que quelqu'un prenne le risque. Il y a un moment, quand tout n'est pas écrit, il faut le dirigeant, le manager, mais aussi le collaborateur qui, OK, je prends le risque, j'essaye. Et donc ça, tu arrives à le mettre en mouvement quand tu décomplexes l'échec, de dire, moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses le maximum. Et si on n'y arrive pas, entre guillemets, je t'en voudrais pas à partir du moment où j'ai le sentiment que tu as fait le maximum. Voilà, parce que ça arrive de ne pas réussir. D'ailleurs, c'est génial ce que tu dis, mais moi, c'est ce que je dis. Tu vois, moi, j'ai le profil, tu vois, entrepreneur, start-up, etc. C'est ce que je dis tout le temps à nos CSM ou aux personnes de nos équipes et que je me dis à moi-même, la personne qui signe avec nous joue, entre guillemets, sa confiance avec ses collaborateurs et in fine son job et sa promotion. Et grâce à nous, donc il peut perdre son job si ça se passe mal, mais il peut avoir une promotion si ça se passe bien. Donc nous, notre plus grand sentiment de succès, c'est si le gars avec qui on a bossé, ou la fille avec qui on a bossé, ou la personne avec qui on a bossé, a une promotion à la fin du projet, ou en tout cas, ça l'a aidé à l'avoir. Et ça, c'est le sentiment le plus de réussite possible, c'est de se dire, en fait, on a aidé l'entreprise. C'est à toi de partager la valeur. Ouais, clairement. C'est du partage de valeur. Et c'est ça où je pense que, en fait, parfois, tu peux être aussi lent. Et d'ailleurs, ce que tu disais avec les États-Unis et la Chine, c'est que comme tu as de l'insécurité au boulot, du jour au lendemain, tu peux te faire virer. Si tu fais un rendez-vous avec ton boss et un RH, globalement, tu sais que tu vas te faire virer. Et que tu as cette grosse insécurité. Alors, je dis pas que c'est bien. Au contraire, on a énormément de chance d'avoir de la sécurité. Mais en même temps, du coup, tu prends moins ce risque-là aussi de te dire je vais tout le temps me remettre en question, tout le temps aller challenger. On arrive bientôt à la fin de l'échange et moi, j'avais une question que je voulais absolument te poser. C'est quoi ta vision de la ville de demain ? Comment tu vois notre ville de demain, toi, de manière un peu utopique ou dystopique, mais comment tu la vois, toi, la ville de demain ? Est-ce que tu penses qu'on va être encore plus éparpillé ou est-ce que tu penses qu'on va encore plus se concentrer Alors nous, on dit en ce moment, en rigolant, je ne sais pas d'ailleurs si ça nous fait beaucoup rire, mais on a deux injonctions contradictoires. On nous dit, il ne faut pas horizontaliser la ville parce qu'on artificialise les sols, ce qui est objectivement pas très bien pour la planète. Et en même temps, on ne veut pas verticaliser la ville parce qu'on est resté dans la conception de la verticalisation qui a eu lieu dans les années 70, qui a créé les cités en France, et qu'aujourd'hui, quand même, dans l'inconscient collectif, habiter une tour, c'est habiter dans une cité, avec tout ce que ça va entraîner comme problème du vivre ensemble. Bon. Donc, c'est pas évident. Pour autant, on a une population qui, même si là, les chiffres baissent un peu, a quand même plutôt cru. Donc on a plus de Français et de résidents en France qu'avant, et donc il faut trouver du logement. Si je sors de mon métier de l'immobilier, moi j'ai envie de dire que
La ville, pour moi, ça doit être le territoire du possible. Donc ça, c'est mon mantra. Et je pense qu'on est arrivé à un stade où c'est tout l'inverse. La ville, c'est la ville de l'impossible. C'est la ville on a le droit de rien faire, en fait. On n'a pas le droit de faire des trucs sur les trottoirs. On n'a pas le droit d'aller dans les parcs et jardins la nuit. On a le droit de rien faire. Et rien n'est jamais possible. C'est-à-dire que même quand on veut lancer une initiative, on a d'abord, voilà pourquoi c'est pas possible. Donc moi, si j'avais une manière utopique de penser la ville, demain, ce serait de se redire comment on recrée la ville du possible, et la ville du possible dans tous les segments. Par exemple, on a eu beaucoup de débats autour de la tour Triangle, alors j'en parle d'autant plus, c'est Padexity qui l'a fait. Bon, j'ai envie de dire tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on aura mis 10 ans, je pense, de débats, etc., etc. Au final, cette tour, elle va voir le jour, elle n'est pas si moche que ça. Moi, j'ai pas le sentiment qu'elle a dénaturé complètement le paysage. Ça me ramène surtout au même débat qu'on a eu quand on a fait la Bibliothèque nationale de France ou le musée Pompidou, où à peu près tout le monde disait qu'il fallait pas le faire. Je rappelle pour mémoire quand même que l'installation de la Tour Eiffel, c'est la moitié des Parisiens qui pensent qu'il faut absolument pas le faire. Et voilà, et donc... Et j'ai le sentiment qu'on est retourné en ce moment quand même dans une ville dans laquelle surtout on interdit tout. Et ça, c'est pas bon pour la France, c'est pas bon pour les Français, c'est pas bon pour les entrepreneurs. Et donc voilà, donc si j'avais un rêve moi de la ville de demain, c'est de reconstruire la ville du possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, je suis pas en train de dire qu'il faut bétonner dans tous les coins et ainsi de suite. Mais et pourquoi c'est important, pour terminer sur la partie sociétale, c'est qu'à partir du moment où on rend les choses possibles, on crée des collectifs qui essayent de mettre en place des actions, qu'elles soient associatives, privées ou ainsi de suite. Et c'est parce qu'on crée des équipes qu'on fait que les gens ils vivent ensemble. C'est-à-dire, le jour où on sera tous enfermés chez nous, chacun dans notre coin, c'est ce jour-là qu'on crée des fractures et qui fait que mon voisin n'est pas mon ami parce que machin, parce qu'il n'a pas la même religion que moi, parce qu'il n'a pas la même taille que moi, parce qu'il n'a pas la même couleur que moi. Bah, plus on fera d'initiatives, plus on lancera de projets, plus les gens seront ensemble. Et c'est quand même compliqué, mais c'est quand même compliqué de faire la gueule à quelqu'un que je croise tous les jours, quoi. Donc, c'est les petites actions du quotidien. Tu vois. C'est les petites actions du quotidien, c'est juste sourire quand tu vois ton voisin dans l'ascenseur. Et rien que ça, c'est des choses que je pense que ça nous arrive tous parfois pas dire bonjour ou dans son monde, mais juste de faire ça, ça a tellement d'impact sur la ville du possible. Je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, il faut ça. Donc une ville qui crée du collectif et pas des ruptures, tu vois, pas des antagonismes entre les uns et les autres. Et au final, mais c'est là où il y a toujours ce qu'on appelle des réactionnaires qui ne veulent qu'on touche à rien. La France s'est pas construite comme ça, et donc j'espère qu'elle retrouvera son état de naturel. Et écoute, François, merci beaucoup. Et moi, pour le mot de la fin, qu'est-ce qui te fait évoluer, toi, François? C'est quoi tes petites habitudes que tu conseillerais de faire et qui te font, toi, évoluer? Il y a deux sujets qui sont pas tellement des habitudes, mais plus des valeurs. Clairement, la curiosité. Faut être curieux tout le temps, matin, midi et soir. Tu vois, dans mes anecdotes, il y a autant des choses qui viennent de mes enfants que des gens que j'ai croisés, que de mes patrons. Et donc, moi, j'adorais à la ville aussi aller discuter avec un éboueur ou avec une assistante maternelle. Voilà, parce que tout le monde t'apporte quelque chose. Vraiment, j'ai vraiment la conviction que tout le monde t'apporte quelque chose. Donc voilà, donc être curieux constamment. Et puis la tolérance, on vit dans un monde d'intolérance. En fait, on tolère rien, on tolère plus rien, on tolère pas l'autre, on tolère pas la différence. Alors je pense que d'ailleurs les deux sont un peu mélangés, la tolérance et la curiosité. Si je suis curieux, c'est que je vais aller chercher quelque chose chez les autres. Et si je suis tolérant, c'est que je vais aussi accepter que l'autre soit un peu différent de moi. Bah voilà, si on veut bouger ensemble et encore faire du vivre ensemble, il faut être curieux, il faut être tolérant. Donc moi, je pense que tous les jours, mon sujet, c'est de pas trop m'énerver sur les trucs qui peuvent m'énerver en me disant en me remettant en question, et puis toujours rester curieux. Mais c'est pas simple, c'est une vraie gymnastique du quotidien. Ouais. Écoute, franchement, c'est un vraiment beau mot de la fin. Merci François, c'était un plaisir. Merci pour ton invitation. Et c'était génial, et à très vite. À très vite. Ciao.